Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous allons réviser le programme de philosophie avec le doyen Sy. Bonjour Monsieur Omar Sy. Bonjour Madame Badiane. C'est un plaisir de vous recevoir toujours sur ce plateau de Télé-École. Aujourd'hui, nous allons essayer de réviser, nous allons essayer de faire un survol du programme de philosophie en guise de rappel ou de révision, juste pour rafraîchir la mémoire des candidats. La philosophie peut être définie étymologiquement comme l'amour de la sagesse, et par amour de la sagesse, il faut entendre un art de connaître et un art de vivre. Et l'art de connaître, c'est la recherche perpétuelle de la connaissance, la recherche de la connaissance, c'est-à-dire du savoir. Et par art de vivre, il faut entendre, ça c'est la réflexion de l'homme, c'est la réflexion de l'homme, réfléchir sur sa destinée, sur ses activités, bref, de tout ce qui concerne l'homme. C'est pourquoi nous allons demander à M. Sy de nous expliquer quelles sont les origines et les conditions d'émergence de la réflexion philosophique. Oui, merci beaucoup. Je crois que déjà en parlant de la philosophie comme amour de la sagesse, comme amour du savoir, vous nous indiquez déjà ce qui pourrait être considéré comme l'origine du mot philosophie. Parce que quand on parle d'origine de la philosophie, on peut penser à l'étymologie du mot. Et ça, les élèves le savent souvent. Vous voyez que philosophie est formée à partir de philos et de sophos, quant à l'étymologie grecque. Ce qui renvoie donc à l'amour de la sagesse. Et maintenant, pour ce qui est de l'origine géographique, n'est-ce pas, on parle d'une date de naissance plus ou moins officielle, si vous voulez, de la philosophie, en considérant qu'elle est née en Grèce. Vous voyez, donc il y a les origines grecques de la philosophie, mais parallèlement aussi à cette thèse, ne perdons pas de vue que les thèses de Cheikh Anta Diop ont tenté aussi de montrer que même avant le rayonnement de la civilisation grecque et de la philosophie grecque, nous avions déjà des pensées, vous voyez, qu'on peut qualifier effectivement de philosophiques à l'époque, au niveau tout simplement de l'Égypte pharaonique. Pourquoi? Parce que c'était à un moment où il y avait ce qu'on pouvait appeler une indistinction entre science et philosophie. Or, pour ce qui est de cette origine-là, qui pourrait être à la limite plurielle, puisque effectivement il y a eu de la philosophie en Grèce, il y en a eu aussi en Afrique à partir du moment où les preuves ont été données qu'un théorème comme le théorème de Pythagore a été déjà découvert justement par les Égyptiens. Vous voyez, et ainsi en est-il aussi de la poussée d'Archimède. Donc avec, disons, toutes ces connaissances rationnelles qui étaient déjà disponibles de part et d'autre, on peut dire que déjà, même parler d'origine géographique, c'est en quelque sorte un problème pour ce qui est de la philosophie. Et on peut aussi parler de l'origine de la philosophie en considérant qu'il y a quelque chose qui déclenche la réflexion philosophique. Et sous ce rapport, il est question surtout de mettre l'accent sur ce qu'on pourrait appeler l'origine logique de la philosophie. Donc, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à philosopher? Si vous vous souvenez un peu, il y a, disons, chez quelqu'un comme Aristote, le fait de prendre l'étonnement comme ce qui serait même le point de départ de la philosophie. Vous voyez, Aristote disait que s'étonner est le propre du savant et la philosophie est fille de l'étonnement. Il y a donc cet étonnement-là, le fait de pouvoir s'émerveiller face à ce qui peut paraître à la limite évident pour les uns et pour les autres, n'est-ce pas, de pouvoir s'interroger, ainsi de suite. Et on peut aussi citer le doute, comme chez Descartes. Vous voyez. Descartes a toujours considéré que le doute est le point de départ de sa philosophie. Donc l'origine de la philosophie cartésienne, on peut dire que c'est le doute, parce qu'il a pu apprendre beaucoup de choses à un moment où véritablement il était encore enfant. Vous voyez, il n'avait pas la possibilité de bien user de sa raison, même si Descartes par ailleurs considère que la raison est universelle, et ça il le dit dès les premières phrases du discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais cette raison-là, avant qu'elle ne soit véritablement opératoire, il faut du temps.
Donc, nous n'avons pas tout de suite le sens critique, puisque, Descartes même le précise, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal, c'est de l'appliquer bien. Or, il nous faut du temps pour arriver à ce stade-là, mais les éducateurs n'attendent pas que la raison soit totalement fonctionnelle pour nous inculquer des connaissances. Donc, il y a des choses que nous pouvons apprendre de nos maîtres, de nos ancêtres, de la société, ainsi de suite, sans que nous sachions si cela est fondé ou non, en raison. Et maintenant, dès que commence l'usage de la raison, à partir de ce moment-là, alors Descartes a été amené à tout révoquer en doute. Donc il a soumis tout ce qu'il savait auparavant au doute, et jusqu'à ce que le doute devienne un doute hyperbolique. Donc un doute total qui n'épargnait plus rien ni personne, y compris sa propre existence. Et vous savez donc comment il s'en sort jusqu'à montrer qu'effectivement, même s'il doutait de tout, il ne pouvait pas douter du fait qu'il existait lui-même. Et au bout du compte, il y a au moins une certitude que le doute lui révèle, c'est la certitude de son existence révélée par la conscience, et c'est ce qui aboutit donc au fameux cogito. Je pense, donc je suis, n'est-ce pas? Et il y a aussi une autre origine qu'on peut attribuer, disons, à la philosophie d'un point de vue logique, et cette fois-ci, nous pouvons tout simplement penser, si vous voulez, aux stoïciens, n'est-ce pas? Puisque d'après les stoïciens, c'est souvent, si vous voulez, les événements douloureux de la vie, la souffrance, ce sont ces types d'affections-là qui peuvent véritablement nous amener qui peuvent occasionner un bouleversement à l'issue duquel, évidemment, nous commençons véritablement à philosopher. Donc, il y a quelques éléments de ce type-là qu'on peut évoquer pour parler justement de l'origine de la philosophie d'une façon générale. Très bien. Merci, M. Si on sait donc maintenant que les origines logiques et les origines chronologiques de la philosophie, quel est donc le rôle de la raison dans l'activité philosophique? Très bien. Il s'agit d'un rôle fondamental parce qu'en fait, évidemment, la philosophie n'est pas la seule discipline qui a essayé d'expliquer le monde. Donc, elle n'est pas l'unique instance à partir de laquelle l'homme a essayé d'expliquer son vécu, d'expliquer son histoire, et ainsi de suite, ses origines lui-même. Mais la particularité de la philosophie, c'est justement de s'appuyer sur la raison. Donc, le rôle de la raison en philosophie est un rôle central, puisque la philosophie, c'est aussi une démarche. Vous voyez, c'est une démarche, ce ne sont pas que des idées comme cela qu'on peut émettre n'importe comment, mais il faut savoir les disposer de manière cohérente, n'est-ce pas? Savoir argumenter, savoir fonder en raison ce que l'on dit, et disons, sur ce fait-là, on peut évidemment se rendre compte que la raison, elle est, si j'ose dire, au début et à la fin de la philosophie. Donc la raison traverse toute la philosophie. Oui. Très bien. Donc ici, on peut retenir que la philosophie est une démarche donc rationnelle. Exactement. Qui tente d'aller au-delà des apparts, qui tente d'aller au-delà des apparences pour saisir l'essence cachée des choses et pour en rendre compte de la manière la plus adéquate possible dans et par la pensée. Donc c'est pour dire ce que vous venez de dire, que la raison constitue le centre de la philosophie. Cette raison-là, si elle est à l'origine de toute la réflexion philosophique, elle va s'interroger sur quoi donc? Oui, cette raison philosophique, si vous voulez, cette raison en œuvre dans la philosophie, il faudrait la comprendre déjà sous la forme d'une réflexion, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de penser. Parce qu'en philosophie, on ne se limite pas à la pensée, mais on pense jusqu'à faire porter la pensée sur elle-même. Donc, quand on parle de réflexion, il y a déjà un retour de la pensée sur elle-même. Et cette réflexion, a priori, elle n'écarte aucun domaine. A priori, elle n'écarte aucun domaine. La philosophie, donc, se donne le droit de réfléchir sur tout. Et ainsi, elle peut réfléchir sur des choses qui sont totalement abstraites, n'est-ce pas? Auquel cas, nous aurons affaire, par exemple, à la métaphysique. Vous vous rendez compte? Puisque la métaphysique ne porte pas sur quelque chose de visible, de concret et de palpable. Et nous avons des questions métaphysiques comme celle qui consiste à demander pourquoi sommes-nous ce que nous sommes, pourquoi suis-je moi-même plutôt qu'un autre, n'est-ce pas?
ou bien en pensant un peu à Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, n'est-ce pas? On peut s'interroger en se demandant, mais quelle est la finalité même de notre présence au monde? Qu'est-ce que la mort, finalement? Que peut-il advenir après la mort? Il y a donc toutes ces questions-là qui gravitent autour, si vous voulez, du sens de notre existence et de la finalité, de la téléologie même, de la finalité de notre existence. Toutes ces questions, disons, nous ramènent un peu à la métaphysique. Et cette métaphysique, Descartes considère qu'elle est en vérité même le fondement de la philosophie. Et je vous renvoie un peu à la métaphore arborescente, n'est-ce pas? Quand il compare la philosophie à un arbre, les élèves aiment bien, je crois, cette fameuse métaphore connue de tous pratiquement, quand il dit que toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et à partir de cette conception déjà cartésienne, on s'aperçoit comment d'ailleurs la philosophie, à un moment donné, a pu être conçue comme la totalité du savoir. Et cette même définition, disons, qui conçoit la philosophie comme telle, on l'a retrouvée déjà depuis l'Antiquité chez quelqu'un comme Aristote, puisque vous n'êtes pas sans savoir justement qu'il y a eu un long compagnonnage entre science et philosophie. Voilà, parce que de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, il y avait cette phase d'indistinction entre science et philosophie. C'est pour cela que les grands philosophes de l'époque, on ne faisait même pas de distinction entre science et philosophie. On sait qu'il y a une part de l'activité qui relève de la science et l'autre qui relève totalement de la métaphysique et de ce qui est vraiment proprement philosophique. Mais si je vous donne par exemple le cas de Newton, qui est connu donc pour la découverte de la loi de la gravitation universelle, etc., il avait intitulé son ouvrage Traité de philosophie naturelle, parce que tout ce qui était savoir rationnel était considéré comme appartenant au domaine même de la philosophie. Et cette raison-là aussi, elle ne se limite pas à cela. Vous voyez, et il est bon aussi que les élèves comprennent justement que cette métaphysique, si elle a des défenseurs, des partisans, ceux-là qui disent qu'effectivement elle est indépassable, elle est fondamentale, il y a d'autres, au contraire, qui considèrent que bon, c'est presque une perte de temps. Okay. Vous voyez, c'est le cas des philosophes de la praxis, comme quelqu'un comme Karl Marx. Vous voyez, parce que quand on parle de l'essence de l'homme, ça lui paraît très abstrait. Je vous renvoie à la 6e thèse sur Feuerbach, quand il dit que l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu, mais dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Ça, c'est une manière, effectivement, de critiquer cette vision métaphysique de l'homme. On a aussi, si vous voulez, la critique de Wittgenstein, parce que pour lui, nous ne pouvons nous prononcer que sur le monde, en fait. Et il définit le monde comme tout ce qui arrive. Et le monde étant tout ce qui arrive, pour lui, les limites du monde sont aussi les limites de mon langage. Ce qui veut dire que dans la perspective de Ludwig Wittgenstein, on peut même à la limite considérer qu'il y a une impossibilité de la métaphysique parce que je ne peux pas parler de quelque chose qui n'existe pas, que je ne vois pas, parce que le monde est limite à ce qui arrive. Okay. Vous voyez? Donc ça, ce sont des formes de critique qui sont souvent adressées à la métaphysique. Et d'ailleurs, cette critique de Wittgenstein a eu une certaine influence sur les philosophes du cercle de Vienne, n'est-ce pas, tels que les Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Schlick, etc., qui ont été à l'origine donc de la philosophie positiviste. Vous voyez, le positivisme en philosophie découle en partie justement de ce rejet de la métaphysique. Donc autant on peut considérer que la métaphysique elle est fondamentale aussi bien chez Descartes que chez Aristote, n'est-ce pas? Ça, ils vont se souvenir justement de tout ce que Aristote dit de la métaphysique. Fondamentale aussi chez Kant, parce que Kant aussi sait qu'on va toujours revenir à la métaphysique. Même si on peut tenter de s'en départir, on reviendra toujours à la métaphysique, comme le dit Kant. Donc pourquoi Kant parle de noumène et de phénomène? Quelle est la différence? Oui, effectivement, quand Kant parle de phénomène et de noumène, ça c'est par rapport donc à sa façon déjà de concevoir les limites du connaissable. Dans sa gnoséologie, la théorie de la connaissance chez Emmanuel Kant, elle consiste à d'abord se demander, au fond, disons, que puis savoir, n'est-ce pas?
que puisse savoir, et d'ailleurs ça nous va nous renvoyer à autre chose que je vais évoquer tout à l'heure, quand Kant dit que la philosophie répond fondamentalement à 3 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et il dit que toutes ces 3 questions, on peut les ramener en une seule question. La question, qu'est-ce que l'homme? Et cette question-là va nous orienter vers l'anthropologie philosophique. Vraiment, celle qui nous intéresse véritablement quand on parle d'anthropologie en philosophie. Mais alors, à la question que puis-je savoir, Kant dit qu'au fond, nous ne pouvons connaître que les phénomènes. Et qu'est-ce qu'un phénomène maintenant? Pour Kant, le phénomène, c'est tout ce qui se donne à voir à travers l'espace et le temps. N'est-ce pas? Tout ce que je peux voir à travers l'espace et le temps, c'est cela qui peut faire l'objet de connaissance. C'est ça qui peut faire donc objet de connaissance. Donc la connaissabilité du réel est circonscrite à l'intérieur tout simplement de l'espace et du temps. Très bien. Vous voyez? Et ce sont ces objets-là, perceptibles dans l'espace et le temps, qui sont les phénomènes. C'est eux que nous pouvons connaître. Et par opposition maintenant aux phénomènes, il y a les noumènes. Les noumènes ne sont pas objets de connaissance d'après Emmanuel Kant, mais objets de croyance. Et ainsi en est-il justement des réponses qu'on peut obtenir quand on se pose la deuxième question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous savez que cette question-là nous renvoie à la morale. C'est le domaine du devoir. Alors, que dois-je faire? Pour Emmanuel Kant, la raison est l'instance qui légifère. C'est elle qui nous dicte la loi morale, puisque la loi morale, elle est rationnelle d'un point de vue kantien. Mais, tout en sachant ce que nous devons faire, puisque quand l'agent moral est autonome, quand il dit que l'agent moral est autonome, ça veut dire que chacun d'entre nous sait, au fond, ce qu'il doit faire, puisque il lui suffit tout simplement d'être rationnel. À partir du moment où on est donc doté d'une raison, on peut savoir de façon claire quel est son devoir. Vous voyez, il n'y a même pas de doute possible pour Kant. C'est sa façon de concevoir le devoir. Pour lui, le devoir est clair. Bon, nous pouvons découvrir que le devoir est clair d'après Kant, savoir ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas toujours. Pourquoi? Parce que justement, nous avons la liberté. Donc, ce n'est pas parce que je sais ce que je dois faire que je le ferai. Et la possibilité de le faire ou de ne pas le faire me fait découvrir la liberté. Vous savez que la liberté n'est pas un phénomène, puisque je ne peux pas vous dire voilà la liberté. Et donc, cette liberté-là est un noumène. Ce n'est pas un phénomène, donc je ne peux pas prouver son existence, puisque la liberté n'est pas objet de connaissance, mais je l'éprouve. Ce que je ne prouve pas, je l'éprouve ici, disons, dans une dimension plus ou moins nouménale. Hein, voyez, donc c'est le cas de la liberté. C'est aussi le cas de l'âme. Vous voyez, l'âme, nous, on peut voir le corps. On nous parle de l'âme, mais nous ne pouvons pas voir l'âme. Mais pour Kant également, alors l'âme, on peut poser, en termes tout simplement de postulat, son existence. Non seulement on peut poser le postulat de son existence, mais aussi le postulat de son immortalité. Et à partir de quoi? Parce que pour Kant, au fond, nous tous, nous pouvons savoir ce que nous devons faire, mais nous tous ne le faisons pas. Mais ceux qui le font tout le temps, qui obéissent toujours au devoir, qui sont donc animés par ce qu'il appelle la bonne volonté, qui obéissent aussi à ce qu'il appelle un impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est le fait d'obéir au devoir juste parce qu'on doit obéir au devoir, pas par intérêt, pas par calcul, etc. Alors, ceux qui le font, qui sont donc des êtres vertueux, ils ne sont pas pour autant heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait toujours du bien qu'il va immédiatement être heureux sur Terre. Et donc, pour Kant, il n'y a pas de lien analytique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la vertu et le bonheur. Et à partir de ce moment, pour lui, le bonheur, on ne peut que l'espérer. C'est-à-dire que celui qui fait toujours le bien, qu'il se dise au fond que oui, peut-être que je suis vertueux, je fais de très bonnes choses, j'ai un comportement exemplaire, mais ce n'est pas parce que j'ai un tel comportement que je vais devenir tout de suite heureux. Et d'ailleurs, par rapport à ce thème du bonheur, c'est le moment de rappeler
un peu ce que disait, disons, Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Monsieur Mboup, d'ailleurs, Hassan Mboup, je l'ai vu avec un ouvrage d'Aristote, c'est éthique à Nicomaque. Et effectivement, à travers cet ouvrage-là, il montrait qu'au fond, les gens même parfois se trompent quant à la définition même qu'ils donnent au bonheur. Parce que finalement, chaque individu pense que le bonheur, c'est ce qui lui manque. Vous voyez, ceux qui sont malades, par exemple, quand on est atteint de coronavirus, etc., on va penser tout de suite que le bonheur, c'est de guérir, de s'en débarrasser. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'argent, va penser que oui, vraiment, le bonheur, c'est la richesse. Oui. Quelqu'un peut-être qui pense qu'il est un tout petit peu ignorant, il va se représenter le bonheur comme la possession du savoir. Donc chacun, dans son petit coin, pense que le bonheur, c'est ce qui lui manque. C'est ce qu'on appelle donc une... voilà, c'est ça. C'est une conception privative. Une conception privative du bonheur. Et ainsi, on ne peut pas aboutir à une définition universelle du bonheur. Et c'est pour ça que lui, Kant aussi, il en est conscient. Il sait que ça, ce que les gens appellent le bonheur, ce n'est pas véritablement le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état stable. Vous voyez, c'est l'état de béatitude. Le véritable bonheur, c'est finalement la félicité. Et ce bonheur-là, pour Kant, l'homme vertueux, c'est-à-dire que celui qui fait toujours le bien, il peut l'espérer. Donc quand il pose la question, que m'est-il permis d'espérer, la réponse, c'est effectivement le bonheur. La félicité, c'est finalement le paradis. Et ça renvoie un peu à ce qu'on dit aussi, même dans nos religions, al-dunya darul amali, wal-akhiratu darul jazai. C'est-à-dire que ce que nous faisons ici en termes de travail, vraiment sur le plan du comportement, etc., de la conduite, ce n'est pas pour immédiatement recevoir, si vous voulez, la sanction au sens positif du mot, mais c'est dans l'au-delà qu'il faut, dans un autre monde. Et à partir de ce moment, il faut poser un autre postulat, c'est le postulat donc de l'immortalité de l'âme. Vous voyez, puisque l'âme, on ne peut pas la connaître. Mais pour être récompensé, il faut être présent. Oui. Et donc, il faut considérer que l'âme va mener une vie sans fin. Donc, l'âme, c'est l'immortalité. Et pour être récompensé aussi, il faut quelqu'un pour nous récompenser. Il faut donc poser aussi le postulat de l'existence de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il revient toujours à la question qu'est-ce que l'homme? Et finalement, et c'est ce qui nous permet de passer pour essayer de voir si cette raison-là, si la philosophie, pourquoi la philosophie réfléchit sur l'anthropologie et réfléchit sur l'axiologie. Qu'est-ce qui différencie l'anthropologie de l'axiologie? Très bien. Donc, comme je le disais tantôt, vous voyez que ces différentes questions-là, on nous ramène à l'anthropologie vraiment philosophique. On peut, à partir de ce moment, répondre à la question qu'est-ce que l'homme? Parce que nous, c'est cette anthropologie qui nous intéresse plus que l'anthropologie qui s'occupe des aspects physiques et culturels tout simplement. Vous voyez, même si la philosophie s'intéresse à tout. Et donc, pour ce qui est maintenant de l'axiologie, l'axiologie, c'est une réflexion sur les valeurs. Vous voyez, les valeurs d'une façon générale et surtout quand même quand on parle des valeurs morales. Vous voyez, parce que logie, c'est le logos toujours, c'est l'étude, c'est la théorie, et action, c'est ce qui est digne d'estime. Ce qui est digne d'estime, ce sont les valeurs. Et quand on réfléchit sur les valeurs, évidemment, on se demande d'abord, mais c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que vaut la valeur, même pour parler un peu comme Nietzsche? Puisqu'on peut nous présenter des choses en nous disant que oui, ça a de la valeur de faire ceci, ça a de la valeur de faire cela. Mais pour Nietzsche aussi, il y a une autre question fondamentale qu'il faut se poser. Mais au fond, que vaut cette valeur? Puisque les gens peuvent, disons, procéder à ce qu'ils appellent une sorte de transvaluation des valeurs. Et à partir de ce moment-là, il y a lieu effectivement, d'un point de vue axiologique, de mener une réflexion sur les valeurs. Sur les valeurs, très bien. Donc, puisque la philosophie réfléchit sur la métaphysique, sur l'anthropologie, sur l'axiologie, donc réfléchit presque sur tous les domaines du réel, donc quelle est la fonction de la philosophie? Elle a une fonction d'éveil. Une fonction d'éveil. Vous voyez, parce que quand nous parlions tantôt, si vous voulez, du doute, de l'étonnement, mais c'est pour nous réveiller, pour parler comme Kant, d'un sommeil dogmatique. Quand il disait que lui-même, c'est Hume qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Mais au fond, quand nous doutons, quand nous nous étonnons,
c'est pour mieux comprendre. Vous voyez, parce que la philosophie nous apprend surtout à faire la part des choses, n'est-ce pas? À savoir distinguer l'apparence de l'être. L'apparence n'est pas l'être, mais l'apparence, c'est ce qui se donne immédiatement à voir. Est-ce que vous voyez? Mais derrière ce qui apparaît, il y a quelque chose d'essentiel et qui explique même, n'est-ce pas, l'existence de ce qui apparaît et qui est immédiatement perceptible. Et cette fonction d'éveil-là, disons, favorise justement cet esprit critique qu'on retrouve chez les philosophes. Voilà, l'esprit critique. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'élève qui a fait un cours de philosophie en terminale, ce qu'on attend surtout de lui, c'est qu'il puisse développer cet esprit critique. Pas seulement devant un sujet de philosophie, mais devant toutes les circonstances auxquelles il est appelé à se confronter. Parce que nous allons nous confronter à des circonstances diverses et variées. Nous ne pouvons pas tout prévoir. Aucun programme ne pourra vous parler de tous les problèmes de la vie. Et c'est pour cela que la philosophie se ramène surtout à une démarche. Vous voyez, une démarche. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme Kant disait qu'au fond, il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, mais on ne peut qu'apprendre à philosopher. Puisque une fois que j'apprends à philosopher, même si j'apprends le philosopher à partir d'une certaine tradition philosophique, à partir d'une certaine pratique de la philosophie, mais une fois que je m'approprie de la démarche philosophique, cela signifie tout simplement que je peux philosopher même quand on me parle de coronavirus, je peux philosopher quand on me parle de confinement, etc. Je peux voir, puisque la philosophie réfléchit sur le vécu, sur la liberté, etc. S'il y a des privations, mais au nom de quoi, disons, doit-on instaurer de telles privations? Qu'est-ce qui est visé, etc. Est-ce légitime? Et à partir de ce moment-là, la philosophie joue ses différentes fonctions. Et nous l'avions vu à travers donc, une discussion que nous avons eue auparavant, notre émission, la fonction, par exemple, de nous faire ressortir les aspects de l'art, n'est-ce pas? Et la philosophie aussi réfléchit sur la science, vous voyez, sur le plan épistémologique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vais passer par là, pour vous demander quelle est la différence entre la philosophie et la science. Qu'est-ce qui différencie les deux? Oui, vous savez, la science, elle a toujours un objet bien défini et une méthode. C'est d'ailleurs la définition de son objet et de sa méthode qui spécifie chaque science. Est-ce que vous voyez? Alors qu'en philosophie, il y a des approches qui sont différentes. On se propose, certes, d'expliquer le monde, d'expliquer notre vécu, notre existence, etc., en usant et en bien usant surtout aussi de la raison avec des arguments béton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les philosophes font du warsakhalat, comme on le fait à travers les radios et ainsi de suite. Non, ce sont des arguments qui sont agencés de façon méthodique, n'est-ce pas, et qui s'appuient sur des références qui sont étayées, ainsi de suite. Mais en science, il y a des méthodes qui sont prédéfinies. Par exemple, quand vous faites les mathématiques, il y a une manière, n'est-ce pas, de faire les mathématiques, et il y a aussi un objet bien précis qui consiste à être l'objet d'étude des mathématiques. C'est valable également pour les sciences, disons, de la nature, n'est-ce pas, qui ont pour objet donc le réel physique, etc., que ce soit la physique, la biologie, ainsi de suite. Et toutes ces sciences-là, par exemple, ont leur méthode. On peut utiliser la méthode expérimentale. On peut aussi, dans l'étude de ces objets-là, faire appel à la démarche équationnelle en mathématiques, puisque nous savons que les formules de la physique sont énoncées de façon mathématique. Vous voyez, donc, il y a donc des méthodes qui sont là, l'induction, il y a la déduction, en fonction donc de la science qui est concernée. Alors que la philosophie, elle ne peut pas réussir la même unanimité qui, si vous voulez, ce n'est même pas une unanimité, mais j'allais même dire une sorte d'universalité que l'on peut obtenir en science. Parce qu'en science, ce que dit le scientifique n'a rien à voir avec lui en tant que sujet.
Est-ce que vous voyez? Donc il y a l'objectivité du savoir scientifique. C'est objectif. Que ce soit vous le scientifique, que ce soit moi, nous sommes amenés à voir la même chose et à dire la même chose à propos du réel. Alors que d'un point de vue philosophique, nous pouvons concevoir différemment les choses. Ma façon de concevoir la métaphysique peut être différente de ta façon de concevoir la métaphysique. C'est la raison pour laquelle même Aristote et Platon ne conçoivent pas la philosophie de la même manière. Parce qu'Aristote dit, même s'il est mon maître, je suis davantage ami de la vérité. Donc, qu'est-ce qui fait que ces deux-là qu'est-ce qui différencie ces deux? Oui, c'est ce qu'on appelle la Weltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde. La vision du monde varie d'un philosophe à l'autre. Tous n'ont pas la même vision du monde. Et la manière de concevoir la philosophie dépend aussi de sa propre façon, la façon du philosophe de concevoir le monde. Parce que quelqu'un qui croit, par exemple, qu'il y a une vie après la mort, ne peut pas avoir la même vision du monde que quelqu'un qui conçoit que, bon, après cette mort, il n'y a plus rien. Donc, à partir de ce moment, la manière aussi de concevoir la philosophie ne sera pas totalement... Aristote, lui, c'est un réaliste. Oui, je ne le dis pas pour opposer ce que je viens de dire là, c'est valable pour tous les philosophes en vérité. Ce que je viens de dire tout à l'heure, pour spécifier le fait que, au fond, ce sont les conceptions du monde qui font que les conceptions de la philosophie également sont différentes. Ça, que ce soit Aristote et Platon, que ce soit Aristote et Descartes, etc. Parce que les philosophes, si vous voulez, ce ne sont pas des gens qui se comportent comme des talibés. Hein. Voilà, c'est des gens qui usent de leur raison. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui dit mon maître a dit et qui se contente de cela. Même si tous ils ont eu des maîtres et des disciples. Vous voyez, mais seulement comme vous l'avez rappelé tantôt, si Platon défend une thèse et qu'Aristote, qui fut son élève, n'est pas d'accord sur cette thèse, mais il lui dira gentiment que je ne suis pas d'accord. Parce que Platon, avec son idéalisme, comme vous le savez, opposé donc au réalisme aristotélicien, ça crée du coup une certaine dissension. Très bien. Vous voyez. Donc, pourquoi Platon parle de monde sensible et de monde intelligible? Donc, pourquoi cet idéalisme de monde sensible, donc la séparation entre le corps et l'âme? C'est sa vision du monde, parce qu'il conçoit tout simplement que ce monde-là est un monde éphémère, n'est-ce pas, qui n'est qu'une pâle copie du monde des essences. Vous voyez, et ce monde des essences est constitué par des valeurs qu'il considère comme des valeurs éternelles et immuables, comme le beau, le bien, le juste et le vrai. Est-ce que vous voyez? Ces types de valeurs, n'est-ce pas, sont plus vrais, si vous voulez, je ne sais pas comment le dire, que ce qui se donne à voir dans le monde que nous prenons souvent comme la réalité suprême. Parce que nous pensons que c'est ce que nous voyons qui est concret, et ainsi de suite, alors que pour lui, ça c'est tout simplement un monde qui n'est qu'apparence. Est-ce que vous voyez? Mais le vrai monde, c'est le monde des essences, c'est ce monde-là que nous saisissons maintenant, et ça, il faut comprendre que ce n'est même pas une question de géographie, hein, de quitter un lieu pour aller vers un autre lieu, mais c'est juste de comprendre, au fond, qu'il ne faut pas privilégier la perception sensible par rapport à ce que nous percevons par notre nous, par notre esprit. Est-ce que vous voyez? Puisque l'idée du beau, ce n'est pas par la perception sensible que je peux la saisir. Le vrai également, c'est pareil. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une manière tout simplement de nous inviter à comprendre que pour accéder au vrai, pour accéder aux véritables valeurs, nous passons par notre esprit, par la raison. Donc, je pense que cette distinction de Platon, nous, les Sénégalais, on comprend mieux que n'importe qui cette distinction, parce qu'on nous dit au Sénégal, c'est-à-dire il est dans le monde intelligible, c'est-à-dire que je suis dans le monde sensible, c'est-à-dire que ce nain, c'est un monde d'apparence. Oui. On peut autoriser vraiment cette comparaison. Cette comparaison, très bien. Après avoir su donc cette distinction, on va essayer de voir, est-ce que la philosophie peut aller avec la religion? Cette question, elle est importante parce qu'elle est source de beaucoup de confusion, n'est-ce pas, de préjugés surtout, ce que d'ailleurs combat la philosophie. Puisque quand la philosophie cherche à
développer l'esprit critique, c'est pour éviter justement tout ce qui s'apparente aux préjugés, n'est-ce pas, aux idées toutes faites. Et quand il s'agit de parler de rapport entre la philosophie et la religion, d'abord on peut évidemment partir d'un fait, de comprendre que la philosophie privilégie la raison, on l'a dit tantôt, c'est-à-dire donc il faut l'esprit critique, il faut découvrir, il faut argumenter, ainsi de suite. La religion privilégie la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison dans la religion, non. Mais si on compare les deux, l'une a pour mission fondamentale, la philosophie en particulier, de nous révéler ce qui est en usant de la raison. Alors que dans la religion, généralement, on nous donne la vérité. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est une question de foi. On vous dit par exemple que Dieu existe. Donc il y a une vérité qui est donnée et on vous demande tout simplement de l'admettre. N'est-ce pas? Et le fait d'user de la raison aussi ne signifie pas qu'on va tout de suite rejeter ce que dit la religion. Même si à travers maintenant l'histoire de la philosophie, on a des philosophes qui ne croient pas, mais je dis que ça, ce n'est pas simplement les philosophes. Peut-être que c'est parce qu'ils sont célèbres qu'on parle de leur mécréance et de leur athéisme. Mais pour moi, même un Borom Saret peut être athée. Est-ce que vous voyez? Là où un éminent philosophe peut être un religieux, même un soufi. Et si vous voyez un peu l'Église, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que pratiquement beaucoup de saints de l'Église sont des docteurs et de grands philosophes. Hein, les saints Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Anselme, saint Anselme de Cantorbéry. D'ailleurs, sa manière de prouver l'existence de Dieu, je crois que c'est quand même, disons, un procédé assez intéressant. Quand il essaie de montrer qu'au fond, il va utiliser la raison, non pas pour croire, mais parce qu'il croit, il fait usage de la raison pour comprendre. Vous voyez donc une relation qui peut se nouer entre philosophie et religion. Un philosophe, donc comme saint Anselme, va utiliser sa raison, non pas pour croire, mais il dit que, mais puisqu'il croit déjà, il croit d'abord, et ensuite il cherche à comprendre. Mais pour comprendre, on est obligé de faire appel à la raison. Donc c'est à cause de ça que Pape Jean-Paul II dit, foi et raison, c'est la foi peut illuminer davantage la raison aussi peut illuminer et effectivement, la elles peuvent aller ensemble. Elles peuvent aller ensemble. Mais puisque le rôle du professeur de philosophie, ce n'est pas de transformer les gens en religieux ou en athées, mais de faire en sorte tout simplement qu'ils sachent comment bien user de leur raison, lui, il est tenu de leur parler des différentes conceptions qu'on peut rencontrer. Il en donne quelques-unes, évidemment, ce n'est pas pour l'obliger à être exhaustif, mais au moins, il doit montrer les différentes facettes de ce rapport-là. Montrer, bien entendu, qu'un philosophe peut bien s'appuyer sur la raison pour raffermir davantage sa foi, n'est-ce pas? Et j'ai cité tantôt le cas de saint Anselme, et l'exemple qu'il donnait d'ailleurs, quand on dit que Dieu est omnipotent, l'omnipotence divine, quand on dit que Dieu peut tout faire. Mais saint Anselme a montré que l'insensé qui entend, par exemple, cette assertion, peut se dire, mais attendez, c'est pas possible. Dieu ne peut pas tout faire. Parce qu'il ne peut pas me tuer hier. Oui, il dit que l'insensé peut le dire. Dieu ne peut pas me tuer hier. Mais d'un point de vue philosophique, saint Anselme va essayer de montrer qu'au fond, il faut d'abord interroger même la valeur grammaticale des termes que nous utilisons et voir aussi le contenu sémantique de ces termes-là. Parce que quand je dis que Dieu peut, mais de quel pouvoir s'agit-il? Puisque je peux dire, par exemple, on ne sait jamais, je peux être victime du coronavirus si je ne mets pas le masque. Bon, nous respectons quand même la distance. Oui. Mais si je dis que je peux tomber malade du coronavirus, mais ça, ce pouvoir-là, ce n'est pas une puissance. Tomber malade, mais c'est une faiblesse. Or, pour saint Anselme, Dieu, il peut par la puissance et non par la faiblesse. Et Dieu étant vérité et lumière, il a fait de mon existence d'hier une vérité et il ne va plus
changer la vérité en autre chose. Parce que ça, c'est une faiblesse, de transformer la vérité. Donc, quand on dit que oui, il ne peut pas, il ne faut pas s'offusquer de cela, mais en vérité, parce que Dieu est vérité et lumière, et il ne va pas... Quelqu'un qui transforme la vérité en mensonge, ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir. Donc ça, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une vertu de pouvoir transformer donc, le vrai en faux. Mais pourquoi les philosophes du soupçon, d'habitude, critiquent la religion? Pourquoi? Oui, je voulais en venir là, justement, à ceux, effectivement, aussi, qui, par leurs convictions, tout simplement, ils ont des convictions qu'ils trouvent tout simplement incompatibles avec la croyance religieuse. Donc, c'est juste un problème de conviction. C'est le cas des philosophes de soupçon que vous citez, notamment Nietzsche, Marx et Freud, n'est-ce pas? Voilà, chacun d'entre eux a essayé de donner ses raisons. Vous savez un peu comment Nietzsche essaie, au fond, de montrer que toutes les valeurs, en fait, dérivent tout simplement de la volonté des faibles d'affaiblir les forts. Donc, pour Nietzsche, il y a ce qu'il appelle la volonté de puissance, n'est-ce pas, qui, au fond, habite tout le monde. Et la volonté de puissance des faibles les amène à vouloir triompher historiquement. En quoi faisant? En affaiblissant les forts. Et pour cela, il faut installer chez eux la mauvaise conscience. Et c'est pour cette raison qu'ils vont inventer la morale, la religion, ainsi de suite, pour essayer disons, de se rattraper. Vous voyez, donc, sur ce rapport-là, c'est juste parce qu'il est mécréant qu'il le pense ainsi. Et l'élève qui fait, disons, qui évoque la théorie de Nietzsche dans sa dissertation, par exemple, quand il montre que oui, Nietzsche pense que ça, ce sont des pseudo-valeurs inventées tout simplement par les faibles, etc. Mais il ne dit pas que lui, il y croit. C'est important qu'on le dise. Est-ce que vous voyez? C'est comme vous lisez le Coran, on peut vous parler du pharaon, on dit pharaon chez les Arabes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on croit à ce que dit pharaon. Mais c'est une référence. Est-ce que vous voyez? Et quand on philosophe aussi, mais on a le même rapport avec les autres auteurs, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. On peut évoquer leur théorie, même pour les combattre. C'est possible, parce que si on ne partage pas un avis, ce n'est pas une raison pour ne pas en connaître les contours, les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important d'avoir des éléments, même qui sont en opposition avec nos propres convictions, et cela même permet peut-être à notre esprit de se fortifier à la rencontre de ces théories-là pour essayer toujours de trouver des raisons encore beaucoup plus valables de nous accrocher à nos propres convictions et à nos propres croyances. Donc pourquoi Freud appelle la religion un sédatif, un calmant? Oui, parce que tout simplement pour lui, justement, face à nos frustrations, face à ce qui nous manque dans la vie, etc., il y a une sorte de compensation. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si je vis dans l'extrême misère, je manque de tout, etc., il y a ce rôle de consolation. Je peux toujours me dire, bon, il n'y a pas de souci, parce que de toutes les façons, je serai récompensé dans l'autre-là, et c'est une vie qui n'a pas de fin. Donc ça, c'est une manière de concevoir les choses. Et même, comme c'est le cas aussi de quelqu'un comme Feuerbach, quand il dit que l'homme pauvre possède un Dieu riche, c'est pour dire qu'au fond, tout ce que nous ne pouvons pas obtenir peut-être sur Terre, nous essayons de transférer cela dans un monde imaginaire, n'est-ce pas, pour essayer de supporter la privation voilà, que nous vivons. Mais, comme vous l'avez dit, ça dit qu'il y a cette façon de concevoir le rapport entre la philosophie et la religion, mais il y a aussi ceux qui disent que non, il faut les séparer tout simplement. Est-ce que vous voyez? Et c'est le cas de Pascal. Vous voyez, quelqu'un comme Blaise Pascal. Pascal, par exemple, dit que, bon, on peut croire ou ne pas croire. Mais lui, il préfère tout simplement parier pour la croyance. Parce qu'au fond, on n'a rien à perdre. Parce que pour Pascal, si je parie que Dieu existe, voilà, et s'il n'existe pas, par exemple, si je perds, je ne perds rien. Mais, vous voyez, si je perds, je ne perds rien. Et si je gagne tout. Vous voyez. Mais si je parie également que Dieu n'existe pas, si je perds, si je gagne, je ne gagne rien. Et si je perds tout. Donc pour lui, il faut parier que Dieu existe. Mais il n'est pas quelqu'un quand même qui pense
que c'est par la raison que nous découvrons Dieu. Parce que Pascal est de ceux qui considèrent que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et d'ailleurs, il y a une formule qu'on attribue à des chanteurs, bon, je ne vais pas citer de nom peut-être, mais c'est de Pascal qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Vous voyez, quand il le disait, c'était surtout par rapport à ces convictions-là qui font que, bon, pour lui, justement, Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on doit chercher à connaître, mais il faut croire d'abord. Il faut croire en Dieu. Il faut croire ou ne pas croire. Donc c'est inutile et ridicule. Oui, que la raison demande demande des comptes, j'allais dire, voilà, justement. Voilà. Puisque c'est le cœur qui sent Dieu et non pas la raison. Voilà. C'est comme si déjà, si vous voulez, la croyance devient une sorte de grâce, tout simplement. Ok, très bien. Oui. Très bien. Maintenant, vous avez quand même montré la spécificité donc de la réflexion philosophique. Donc, la philosophie, elle est différente de la religion, elle est différente de la science, elle est spécifique. Oui. Tout comme elle est différente du mythe aussi. Elle est différente aussi du mythe. Différente du mythe parce que voilà, il y a le mythe qui fait appel à l'imaginaire et ainsi de suite, des êtres surnaturels, pendant que la philosophie, comme on l'a répété suffisamment, fait appel à la raison. Mais ce n'est pas une raison aussi pour penser que la philosophie n'utilise pas le mythe. Ce sont les démarches qui diffèrent, mais le mythe peut avoir une fonction didactique, une fonction pédagogique dans le discours philosophique. Donc si je comprends bien, par exemple, c'est-à-dire que la raison peut ne pas exclure carrément le mythe, mais peut à un moment donné faire appel au mythe. Par exemple, si on demande à un élève, la raison exclut-elle le mythe? Donc, le présupposé, c'est que la raison exclut le mythe, mais quand même, il arrive des moments où la raison peut faire appel au mythe. Voilà, comme vous venez de le elle dire. peut faire appel au mythe, non pas pour emprunter au mythe ses croyances et, si vous voulez, sa démarche, parce qu'elle se différencie totalement du mythe, parce que la vraie philosophie, c'est la séparation du mythe et du concept. Mais quand elle s'intéresse au mythe, c'est comme je l'ai dit, pour des raisons d'ordre pédagogique. Par exemple, quand j'ai envie d'expliquer quelque chose, mais il faudrait que l'explication, si vous voulez bien, qu'elle soit tout simplement dimensionnée par rapport au niveau de perception de mon interlocuteur, n'est-ce pas? Et ce calibrage-là fait que, par exemple, si vous venez dans une société où il y a une floraison de mythes, et vous voulez leur expliquer quelque chose de rationnel, vous pouvez faire appel au mythe de façon pédagogique, de façon didactique, de manière illustrative comme l'a fait Platon. C'est pourquoi il dit la finalité du mythe de la caverne, c'est de montrer que la vraie réalité, ce n'est pas ce que nous voyons, mais elle est cachée. Cachée à qui? Aux simples humains. Exactement. Et demande pour comprendre la vraie réalité, il faut aller au-delà des appas, il faut aller au-delà des apparences pour saisir vraiment la réalité. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vraiment, c'est très clair parce que ça permet aux élèves de comprendre la spécificité de la réflexion philosophique. Que la philosophie, quand même, est une discipline spécifique qui est différente toutefois de ces formes de pensée. Et d'ailleurs, pour ajouter un peu au mythe, si vous voyez que la philosophie peut s'intéresser au mythe, même si, encore une fois, elle ne se confond jamais avec le mythe, c'est que, quoi qu'on puisse dire, le mythe véhicule un sens. Et là, quelqu'un comme Paul Ricoeur l'a suffisamment montré pour, disons, nous dire au fond que le mythe, même s'il s'accompagne toujours d'illusions, il véhicule aussi un sens. Et la philosophie est également une quête du sens. Donc, elle peut s'intéresser à tout ce qui peut révéler un sens. Surtout que le mythe est une réalité culturelle. Oui, une réalité culturelle et qui véhicule un sens. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Paul Ricoeur parle de deux types d'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation du mythe. Il parle de l'herméneutique de la captation du sens, c'est-à-dire il faut faire une interprétation pour saisir le sens que véhicule le mythe, mais aussi il y a l'herméneutique de la réduction de l'illusion ou de l'élimination de l'illusion. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui différencie l'inné de l'acquis. Si on sait que la philosophie est spécifique maintenant et qu'elle réfléchit sur tous les domaines du réel, et réfléchit sur l'homme, sur la nature, sur la culture, maintenant, qu'est-ce qui différencie l'inné de l'acquis? Bon, vous savez, ce qui est inné, on est avec. Quand on dit d'une chose qu'elle est innée, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là dès la naissance. On est avec. Alors que l'acquis, c'est de l'ordre de l'avoir. Est-ce que vous voyez?
Et on utilise souvent ces termes-là, justement, pour faire la part des choses quand on étudie la nature et la culture. Puisque ce qui est naturel chez l'homme, nature vient de naskor. Naskor signifie naître. Ce qui est naturel chez l'homme, c'est ce avec quoi on est. Donc c'est ce qui est inné chez l'homme. Par contre, ce qui est culturel, c'est ce qui est acquis. Et le mot culture aussi vient de colere, qui signifie, en latin, qui signifie mettre en valeur. Colere. Et quand on met en valeur, ça peut être un chant, puisque dans les chants aussi on parle de culture, mais ce n'est pas la même culture que celle qu'on utilise en parlant de la culture acquise par l'homme, etc., dans la société. Mais là, de part et d'autre, ce que nous remarquons, c'est qu'il s'agit d'une mise en valeur. C'est-à-dire, autant la culture dans les champs met en valeur les champs, n'est-ce pas? Le sol qui est là, qu'on exploite, c'est une mise en valeur. Autant également la culture acquise par l'homme, par l'influence positive de la société, met en valeur l'esprit humain. Parce que l'homme, ce qui est inné chez lui, ne lui permet pas d'emblée, en vérité, d'être humain. Okay. Et il y a des sujets comme ça. Par exemple, on demande si un homme peut-il être inhumain. Est-ce que vous voyez? Mais quand on se demande si un homme peut être inhumain, ce que l'on recherche, ce n'est pas tout simplement l'aspect biologique, parce qu'on sait que bon, voilà, il a le même nombre de chromosomes que les autres. La question n'est pas de cet ordre-là, mais c'est par rapport aux qualités acquises par le biais de l'éducation. Et vous vous rappelez donc, disons, quelqu'un comme Rousseau qui dit qu'on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Et quand il parlait de l'éducation, c'est justement cette culture-là. Okay. Vous voyez que l'homme doit à la société et qu'il le façonne et qui lui permet justement d'acquérir les valeurs qui font de son humanité. Okay, donc c'est la culture qui inculque des valeurs aux hommes. Bien sûr. Par le biais de la socialisation. Par le biais de la socialisation. Okay. Oui, donc c'est la société qui effectivement met en place des normes, des mécanismes, des procédés, okay. Et qui essaie de les transmettre aux individus qui la composent. Et à partir de ce moment-là, le petit de l'homme, n'est-ce pas, qui, à sa naissance, et j'allais même dire qu'il est pire qu'un animal. Ça veut dire que le petit de l'homme, c'est peut-être le moins doué à la naissance. Parce que si vous comparez le petit de l'animal au petit de l'homme, mais l'animal, en quelques jours déjà, il a tout ce qu'il faut pour toute son espèce. Voilà. On dit que d'ailleurs que l'animal est au bout de quelques jours, c'est qu'il sera pour toute la vie, n'est-ce pas? Et il reproduit les mêmes attitudes que le premier animal de son espèce. Est-ce que vous voyez? Alors que chez l'homme, l'homme qui naît infirme, vous voyez, puisque l'homme qui vient de naître, il n'est capable de rien du tout. À la naissance, nous sommes sourds, nous sommes muets, vous voyez, nous sommes victimes de paralysie. Nous ne sommes capables de rien. Donc on ne naît pas homme, on le devient. On le devient. Okay. Comme la phrase de Surpaz, n'est-ce pas? Et qui est conforme un peu à la vision que développent les existentialistes. Okay. Vous voyez? Puisqu'on ne naît pas homme, on le devient par le biais de la culture. Qu'est-ce que c'est donc un fait culturel? Bon, un fait culturel, justement, se démarque de tout ce qui peut être immédiatement disponible, présent en l'homme ou tout simplement dans la société. Donc, ce sont des faits qui sont de l'ordre de la création et de l'invention. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut varier. Parce que le domaine de la culture, disons, doit nous faire comprendre deux choses, au moins. D'abord, que chaque communauté a une culture. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a, et vous le savez très bien, le postulat de l'anhistoricité de l'Afrique, qui non seulement a nié aux Africains la possibilité de réfléchir, de penser, de philosopher, etc., mais un postulat qui est même allé jusqu'à considérer que les Africains n'avaient pas de culture, qu'ils n'avaient pas de civilisation, et que c'est à ce titre qu'il fallait les dominer, les coloniser, etc., pour leur apporter la civilisation, donc ce qui est archi faux.
Chaque société a une culture. Chaque société a une culture. Donc c'est ce qu'on dit en Wolof, ku nekk am na culture am. Oui. C'est la diversité. Oui, La diversité. c'est la diversité. Et le fait maintenant que chaque peuple a une culture, c'est ce qui autorise à dire que la culture est ce qui nous rend semblables. Semblables dans le sens où toutes les communautés ont une culture. Mais la culture aussi est ce qui nous rend différents. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même. Vous êtes en train de traiter un sujet. Oui. Parce que nous n'avons pas tous la même. Donc la culture nous rassemble. Oui. Elle nous unit. Oui. Mais aussi elle peut nous. Oui. Elle nous différencie. Elle nous différencie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une différence qu'il faut penser cette différence-là en termes de divergence. Est-ce que vous voyez? Contrairement à des théories comme celle développée par Samuel Huntington, qui parle donc de choc des civilisations, etc. Mais ce n'est pas la seule perception possible entre les êtres humains. Parce qu'en fait, avec le dialogue des cultures, nous savons qu'il est possible justement d'asseoir les bases d'une paix, j'allais même dire perpétuelle, pour parler comme Emmanuel Kant, qui a écrit le projet de paix perpétuelle. Mais il faut que l'homme puisse reconnaître la valeur de son semblable. Et c'est ça qui peut faciliter la communication entre les individus, entre les peuples, que nul ne puisse s'autoriser, en tout cas, à penser qu'il a un plus par rapport aux autres et qu'il doit à la culture. Parce qu'en fait, souvent, ce sont des choses inessentielles qui, malheureusement, influencent les gens, tels que la couleur de la peau, l'appartenance à telle ethnie, à telle race, etc. Mais ça n'a aucune espèce d'importance pour la classification. C'est même normal que chaque société ait sa propre culture, dans la mesure où, puisque la culture est une réponse apportée par chaque société pour résoudre ses problèmes spécifiques. Donc c'est normal que la culture soit différente d'une société à une autre. C'est très important ce que vous dites, c'est extrêmement important, puisque le milieu physique ne se présente pas partout de la même façon. Est-ce que vous voyez? Les besoins qui peuvent se poser à un endroit déterminé du globe ne sont pas les mêmes que rencontre l'homme ailleurs, n'est-ce pas? Et comme vous avez si bien dit, la culture aussi, c'est une réponse par rapport aux problèmes que rencontre l'homme dans son milieu, est-ce que vous voyez, de son environnement, etc. Si, par exemple, je suis dans un environnement où il fait excessivement chaud, etc., mais il n'y a pas de problème pour que je pense mettre en place des maisons en paille, comme en Afrique. Ailleurs, avec la rigueur climatique, par exemple, en Europe, mais l'homme est obligé peut-être de penser à construire en dur. Mais c'est pour se protéger. Est-ce que vous voyez, ce qui l'a amené à penser à construire ainsi, c'est une réponse appropriée par rapport aux besoins de son milieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, on ne peut pas s'attendre à ce que les cultures soient identiques. Mais par contre, toutes différentes qu'elles sont, elles peuvent effectivement entrer en dialogue, n'est-ce pas? Donc, on peut instaurer un dialogue des cultures pour un enrichissement mutuel, pour une fécondation mutuelle des cultures. Comme l'a dit Léopold Sédar Senghor. Justement, ça aussi, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Du donner et du recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'universalité des cultures? C'est comme je dis, l'universalité, ce qui est universel, c'est le fait culturel. En tant que tel. La culture, elle est présente dans toutes les communautés. Très bien. Mais il n'y a pas une culture universelle. Et même Senghor, que vous venez donc de citer, il ne parle pas d'une civilisation universelle, mais d'une civilisation de l'universel. Une civilisation de l'universel. Parce que quand même, il y a des valeurs, n'est-ce pas, qu'on peut partager avec tout le monde, avec toute l'humanité. Au-delà, justement, des manières particulières que chaque peuple utilise pour décliner, pour théâtraliser ces valeurs-là. Puisque les valeurs sont abstraites. Elles sont abstraites. Par exemple, vous me parlez de solidarité, mais c'est très bon. Il faut que les gens soient solidaires, c'est important. Mais comment manifester cette solidarité? La manière de le faire en Occident peut être de la manière de le faire en Arabie, de la manière de le faire en Afrique. Est-ce que vous voyez? Et partout, on peut retrouver pourtant cette valeur de solidarité. Et ce n'est pas maintenant, parce que je le fais autrement, que vous devez penser que moi, je ne connais pas la solidarité.
Et il faut donc qu'on se dise, mais tiens, les valeurs, elles sont abstraites, mais comment maintenant leur donner un contenu par rapport à notre environnement, par rapport à nos réalités socio-culturelles? Mais ça, il faut que chacun apprécie par rapport à des contextes, par rapport à des réalités. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, j'aime bien quand il critique justement ceux-là qui pensent qu'il y a des barbares, voilà, parce qu'ils procèdent autrement. Il dit que le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. À la barbarie, effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le relativisme culturel? Si le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, qu'est-ce que c'est que le relativisme culturel? C'est justement ce que nous venons d'expliquer. C'est-à-dire, ce relativisme, c'est le fait d'accepter que nous ne pouvons pas tous avoir la même culture. Et d'ailleurs, moi je crois qu'il ne faut même pas penser cela simplement d'une société, c'est-à-dire une différenciation qui s'opère d'une société à l'autre, mais même à l'intérieur de la même société. Est-ce que vous voyez? Mais nous, avec ce que nous vivons présentement, que nous le voyons ou pas, progressivement, notre culture va se différencier de la culture de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Puisque nous, la culture que nous sommes en train de vivre, c'est une culture faite d'emprunts, donc une culture hybride, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça notre histoire. Et la culture, donc, et c'est pour cela que les gens, c'est bon qu'on rappelle, parce que quand on parle de tradition, ainsi de suite, tout le temps, on alerte pour dire, au fond, traditere, c'est ce qui est digne d'être transmis. Est-ce que vous voyez? Et que même le mot chosan, en wolof, renvoie à la création, c'est le fait de créer sos. Okay. Vous voyez? Puisqu'il faut créer, ça veut dire que si aujourd'hui, nous voulons en tout cas faire face aux défis du moment et de l'avenir, nous ne pouvons pas le faire en reprenant tel quel le mode de vie de nos ancêtres, parce que nous sommes confrontés à des problèmes qu'eux n'ont pas connus. Est-ce que vous voyez? Et nous n'allons pas apporter des solutions à des problèmes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, idoines ou adéquates. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait la diversité des cultures. Oui. La diversité, on ne peut pas vraiment la supprimer. Très bien. Est-ce que vous voyez? Et même quand on parle... Oui, allez-y. C'est pourquoi même Amadou Hampâté dit, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Oui. Donc ce qui fait la beauté d'une société, c'est la diversité des cultures. C'est ça qui enrichit le monde. Parce qu'en fait, si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui évolue dans un autre contexte culturel, et d'ailleurs, vous savez, l'homme, il a franchement des potentialités immenses. Actuellement, vous pouvez être né dans une société, vous pouvez grandir dans cette société qui vous transmet des valeurs, des manières d'être, d'exister, ainsi de suite. Et par les potentialités que vous avez en vous, vous avez aussi, parce que vous êtes un être intelligent, parce que l'intelligence, c'est aussi et surtout la capacité de s'adapter à des nouveautés. Une fois que vous débarquez dans une société différente, qui vit autrement, vous devez pouvoir également vous adapter. Sans vous renier d'ailleurs, c'est important. Oui. Monsieur Si, quelles sont les manifestations culturelles? Oui, vous savez, la culture, elle peut se manifester à travers déjà le langage. Est-ce que vous voyez? Puisque le langage est une institution sociale. Est-ce que vous voyez? La fonction principale de la bouche, ce n'est pas de parler, mais c'est de manger. Puisque s'il suffisait d'avoir une bouche pour parler, je pense que nous aurions rencontré des chèvres et des moutons qui nous parleraient, bon, comme nous parlons entre nous, ainsi de suite. Mais l'homme peut effectivement acquérir ce langage-là par l'éducation, par la culture. Donc, comment dirais-je, la culture, ça manifeste déjà à travers l'acquisition de ce langage-là, disons, qui est assez spécial. Bon, c'est vrai qu'on a pu parler du langage des animaux, comme chez les abeilles, et ainsi de suite, mais ce qui fait la spécificité, fondamentalement, en tout cas, du langage humain, c'est la double articulation. L'articulation des phonèmes et l'articulation des monèmes, n'est-ce pas? Nous combinons des sons
et des mots, n'est-ce pas, pour obtenir des phrases et ainsi voilà, faire des discours. Et ça, c'est quand même assez, disons, spécifique à l'homme. Et c'est par la culture. Hein, et ce langage-là aussi va, disons, se subdiviser en langues. Vous voyez, c'est la langue maintenant. Si le langage peut servir de communication et d'être justement l'instrument par lequel les gens désignent les objets de ce monde, la langue maintenant, elle est spécifique à une culture. Donc chaque communauté peut avoir une langue qui lui est propre. Vous voyez. Maintenant, souvent, on peut poser, en parlant du langage, le problème de son rapport à la pensée. Est-ce que vous voyez quel est le rapport donc, que peut avoir le langage et la pensée? Et de ce point de vue, on peut, disons, considérer qu'il y a des théories sur ce rapport-là. Parfois, on peut penser qu'au fond, le langage est antérieur à la pensée, n'est-ce pas? Et c'est une théorie. Considérer que le langage peut être antérieur à la pensée. Et pourquoi peut-on le penser? Parce que tout simplement, il arrive que l'on cherche ces mots. Par exemple, quand quelqu'un est là, il dit, bon voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça veut dire qu'il a déjà pensé à quelque chose, mais qu'il ne sait pas exactement le langage approprié qu'il lui faut pour exprimer sa pensée. Donc c'est sa pensée qui précède son langage. Voilà, donc on peut, sous ce rapport-là, en tout cas, on peut avoir cette manière de percevoir les choses en se disant, ah, comme la pensée cherche son langage, c'est parce qu'elle le précède, n'est-ce pas? Et ça, on retrouve ça chez certains penseurs. Et on peut aussi se dire, mais au fond, mais même quand la pensée cherche ces mots, elle les cherche comment? Elle les cherche aussi avec des mots. Et elle les cherche aussi avec des mots. Ce qui veut dire que, mais attention, donc, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le mot approprié, mais ça ne veut pas dire qu'il y a déjà absence totale de langage. Et c'est ce qui justifie un peu le point de vue de Maurice Merleau-Ponty, n'est-ce pas, qui considère que il n'y a pas de pensée sans langage, n'est-ce pas? Puisque même quand je médite, en vérité, il n'y a pas de silence absolu, puisque ce silence-là aussi est un langage intérieur. Et que de ce point de vue, bon, c'est une théorie qui consiste à considérer que la pensée ne peut pas se passer du langage. On peut aussi, si vous voulez, pour étayer un peu ces types, disons cette manière de voir, penser à quelqu'un comme Hegel, hein, parce que pour lui, il n'y a pas d'ineffable. Le langage existe et disons qu'il est apte aussi à traduire tout ce que nous pouvons éprouver, tout ce que nous pouvons ressentir. Et c'est pour lui, donc, parce que ce qu'on appelle l'ineffable, l'indicible ou l'ineffable, pour Hegel, c'est la pensée obscure. Hein, la pensée à l'état de fermentation, pour lui, qui effectivement doit évoluer pour devenir une pensée claire et disons, intelligible. Et qu'en est-il de l'art? L'art est-il une manifestation culturelle? Oui, aussi. Parce que l'art est culturel. C'est aussi quelque chose que... C'est le domaine de l'artifice. C'est quelque chose aussi que l'homme ajoute à la nature, n'est-ce pas? Donc tout ce qui s'ajoute à la nature est de l'ordre de la culture. Est-ce que vous voyez? Puisque la nature, hein, c'est ce qui existe en dehors du monde, transformé et humanisé par l'homme. C'est ça la nature. Donc tout ce qui existe en dehors du monde transformé et humanisé par l'homme, c'est la nature. Mais le reste maintenant, tout ce qui a une touche humaine, etc., ça, c'est de l'ordre de la culture. Et donc, parmi les manifestations aussi, il y a le travail. Parce que je vous ai dit tantôt que la nature, c'est ce qui existe en dehors du monde, transformé et humanisé par l'homme. Et l'homme, c'est un être aussi qui est voué au travail, n'est-ce pas? C'est un être qui est voué au travail. Et là aussi, il va utiliser son intellect et, si vous voulez, ses forces physiques. Mais le travail n'est pas qu'une activité physique. C'est donc à la fois une activité qui peut être physique et intellectuelle. Mais surtout l'intervention de l'intellect. Hein. Et ça, je crois que majoritairement les élèves ont entendu parler de cela. Cette comparaison entre l'abeille,
la plus experte et l'architecte le plus malhabile. Hein, ce qui fait la différence entre les deux, comme le dit Karl Marx, c'est que l'architecte, il porte d'abord la maison dans sa tête. Puisque le travail, c'est une transformation intelligente de la nature. Donc l'homme use de son intellect, n'est-ce pas, pour transformer utilement le milieu, etc., la nature, si vous voulez. Et ce travail-là, maintenant, c'est une activité qui libère l'homme. Okay. Vous voyez, même si elle était perçue d'un point de vue théologique comme une punition, n'est-ce pas, infligée à l'homme suite au péché théologal, n'est-ce pas, parce que vous vous souviendrez donc de ce passage-là, où on dit que voilà, quand Adam et Ève ont commis le péché originel, la sanction c'était de dire à Adam, maudite soit la terre quand tu travailleras, elle ne t'apportera que des ronces et des épines, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc c'est une sorte de peine infligée à l'homme pour qu'il puisse véritablement expier le péché. Mais cette peine-là, nous nous rendons compte qu'elle n'est pas vaine, comme moi j'aime le dire, puisque c'est avec cette peine que nous pouvons également éviter les pénuries et les situations qui sont pénibles pour nous finalement. Okay. Puisque en transformant de façon intelligente la nature, ce travail-là qui peut-être était destiné originellement, d'après en tout cas ces formes de croyance, à nous éduquer, à nous ramener à notre place, en quelque sorte, c'était une forme de sanction, mais ça devient en même temps aussi un moyen de salut, même d'un point de vue de la religion, n'est-ce pas? C'est aussi le moyen de salut pour l'homme. Et ce travail maintenant libère l'homme, d'après Hegel. Donc c'est une acception. Oui. Okay. Voilà. Hegel considère que le travail est une activité libératrice. Le travail forme et libère. Et sous ce rapport, il y a aussi vraiment de manière classique des images que les élèves connaissent déjà, notamment avec la dialectique du maître et de l'esclave. Vous voyez, cet esclave-là que l'on prend pour le faire travailler, hein, et puis le maître qui est là, qui ne fait plus rien parce qu'il dit que bon voilà, il a un esclave qui travaille pour lui. À force de travailler, l'esclave va avoir des victoires ingénieuses sur la nature, qu'il apprend à dompter, à transformer, etc. Et au bout du compte, c'est le maître qui va devenir dépendant de l'esclave. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux femmes sénégalaises. Oui. Elles ont tellement l'habitude de faire travailler aux bonnes et que les bonnes deviennent maîtres de leur maîtresse. Absolument. Dans la mesure où quand elle n'est pas là, tu ne peux pas manger du bon tchébou. Effectivement. Donc elle le fait tellement bien que quand elle n'est pas là, tu souffres. Donc tu as intérêt de bien gérer ta relation avec elle. Donc cette dialectique, c'est la bonne qui devient la maîtresse de la maison et la maîtresse de la maison va gérer la bonne pour sa survie. C'est un renversement dialectique. Donc un renversement dialectique, voilà, qui fait que... Et là, ça montre que le travail forme, que le travail libère, mais aussi le travail permet surtout d'être utile à soi et aux autres. Est-ce que vous voyez? Et le caractère libérateur du travail, puisque quand on parle de liberté, ce n'est pas seulement le thème de la liberté, etc., mais à travers le travail aussi, il est possible de parler justement de la liberté, puisque l'homme se libère déjà des contraintes de la nature par le travail, mais au-delà des contraintes de la nature, le fait, par exemple, pour l'homme, de dépasser les besoins organiques et vitaux. Parce que l'homme aurait pu peut-être se limiter tout simplement aux besoins organiques et vitaux. Mais il ne s'en limite pas à ces besoins. Il va même travailler pour des besoins historiques, pour le luxe et autres. Mais ça aussi, ça dénote une certaine liberté chez l'homme. Okay. Voyez, c'est une preuve de liberté chez l'homme. Voyez, le fait aussi de pouvoir travailler à la fois pour soi et pour les autres. Mais est-ce qu'en cherchant aussi cette liberté, le travail ne peut pas aussi aliéner l'homme? Exactement. Il y a, ça, c'est par rapport maintenant à l'organisation du travail. Vous voyez, ça, ce n'est pas la vocation du travail. Mais lorsque le travail est mal organisé, et c'est ça que dénonce Marx, évidemment, en parlant du système capitaliste, où l'ouvrier, n'est-ce pas, l'ouvrier dont le nom évoque l'œuvre, ne fait pas œuvre. Il ne fait pas œuvre parce qu'il est victime d'aliénation. Pourquoi? Parce que l'ouvrier qui débarque à l'usine ne peut pas parler à la première personne. Il ne peut pas dire je. Il ne peut pas dire je vais faire telle chose. Contrairement à l'artiste. Vous savez que l'artiste, il signe ses œuvres. Et nous l'avions dit la dernière fois, l'artiste, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est libre, justement. Il suit sa liberté, son inspiration. Alors que l'ouvrier, dans le système capitaliste tel que décrit par Karl Marx, il trouve déjà que tout est planifié. Vous voyez, avec la division du travail aussi,
Hein, c'est un travail en miettes. Il ne peut pas dire j'ai fabriqué telle chose. Il ne peut pas parler à la première personne. Il y a une forme de dépossession. Et il y a aussi cette forme d'exploitation consistant pour les capitalistes à toujours vouloir justement accroître la plus-value, n'est-ce pas? Donc le bénéfice qu'ils tirent de l'activité du travailleur. Et au fur et à mesure que ça se passe comme cela, l'ouvrier devient de plus en plus malheureux. Parce que vous voyez, voilà, et donc, ce qu'il reçoit comme rémunération, comme salaire, c'est tout juste comme l'avait dit Karl Marx, ce dont il a besoin pour reconstituer sa force de travail et revenir le lendemain. Oui. Et donc ça, il est victime d'aliénation. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas le travail en soi. C'est une forme d'organisation du travail qui peut malheureusement mener à l'aliénation au point que lorsque l'ouvrier, par exemple, qui a contribué à façonner des objets, s'il voit ces objets-là exposés au niveau des vitrines, des supermarchés, etc., mais c'est comme s'il y avait un sentiment d'étrangeté. C'est comme s'il n'a jamais vu ces objets-là, parce que le salaire qu'il perçoit ne lui permet même pas d'acheter du fruit de son travail. Okay. Et ça, c'est une forme d'aliénation, une forme donc d'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est justement contre cette conception que s'érige la philosophie. Vous voyez, parce que pour la philosophie, le travail, c'est quand même une voie de salut pour l'homme. Le travail, si vous voulez, ennoblit l'homme. Le travail n'est pas fait pour asservir l'homme. C'est pour ennoblir l'homme. C'est pour libérer l'homme. C'est pour former l'homme. Voilà. Et c'est effectivement à cause de cet homme-là que nous allons essayer de voir qu'est-ce qui différencie un individu d'une personne. Puisqu'on parle d'homme avec grand H, mais on ne sait pas qu'est-ce qui différencie un individu d'une personne. Oui, individu, vous voyez, même le mot en soi, ça vient d'individuum. Individuum, c'est ce qui est indivisible, vous voyez. Donc, chacun d'entre nous constitue déjà physiquement un individu. Oui. Donc, nous constituons des unités biologiques indivisibles. Parce que si on essaie de nous diviser, nous devenons voilà, nous trépassons. Ne serait-ce que pour ça, nous constituons des unités biologiques, ontologiques, etc. Nous sommes des individus. Mais la société va nous faire évoluer pour que nous passions du stade d'individu tout court au stade de personne. Personne, d'un point de vue étymologique, ça vient de persona, qui signifie masque. Et donc, la personne, si vous voulez, c'est déjà l'individu riche de tous les acquis issus de l'éducation, de la culture, de la civilisation, n'est-ce pas? C'est quelqu'un déjà qui a intériorisé les normes. Et à partir de ce moment-là, nous devenons une personne. Okay. Est-ce que vous voyez? Avec des rôles que la société nous fait jouer, et ces rôles-là déjà nous prédisposent même à devenir quelque part des personnages. Des personnages. Et c'est important parce que aujourd'hui, par exemple, j'incarne un personnage. Vous voyez, c'est le professeur, c'est le formateur, etc. Mais je ne peux pas l'être partout. Vous voyez, si je rentre chez moi, je suis autre chose. Vous voyez, donc il y a des rôles. Et ça, ce sont les personnages que nous sommes appelés à incarner à travers les mécanismes que la société met en place. Et ainsi, on peut être aujourd'hui chef d'État, gouverneur, général de l'armée, ainsi de suite, tout ce que l'on veut, mais qu'on sache que c'est un personnage qu'on incarne. Mais ce n'est pas ça, notre personnalité. Il y a un terme aussi qui dérive toujours de personnalité. Notre personnalité, il ne faut pas que nous pensions qu'elle coïncide avec le personnage, donc le rôle, tout simplement, que la société nous fait jouer, donc des fonctions qu'on nous confie, si vous voulez. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à certains. Dès qu'ils confondent les deux, quand il y a déchéance, quand on perd justement cette fonction qui était juste faite pour qu'on incarne ce personnage-là dans des limites bien déterminées, une fois qu'on perd cette fonction, on a l'impression qu'on a perdu son âme. Très bien. Donc actuellement, l'élève va comprendre que nous étions des individus, mais une fois que la société nous inculque des valeurs par le biais de l'éducation, donc nous devenons des personnes. Effectivement. Ok. Monsieur Si, après avoir expliqué la différence entre individu et personne, et que donc c'est la personne et devient personne grâce à la société, donc qu'est-ce que c'est que le conformisme social? Bon, le conformisme, c'est quand on se conforme tout simplement
aux normes sociales. Est-ce que vous voyez? Parce que la société établit des normes, des règles, des lois et tout ce que l'on veut. Et le conformiste maintenant, c'est lui qui s'adapte à cela. Vous voyez, il n'essaie pas de toucher à la trajectoire dessinée par la société pour dire que chacun doit passer par ici. Donc la société trace une ligne. Ah oui, une ligne de démarcation. Oui. Donc dit c'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal, qui est anormal. Donc toute personne qui ne dépasse pas la ligne et fait tout ce qui est normal, on l'appelle une personne normale. Oui, une donc personne vous dépassez la ligne de démarcation, ça devient anormal. Ça devient anormal. Et pourtant, la personne peut être anormale alors que ça peut être quelque chose de positif. Est-ce que vous voyez? Anormal juste parce que son attitude, son comportement, etc., ne sont pas conformes avec ce que la société a établi. Mais si tout le monde était essentiellement conformiste, le problème c'est qu'il n'y aurait plus d'évolution, il n'y aurait plus de progrès. Voilà. Parce que il faut qu'il y ait des gens qui font bouger les lignes. Des anticonformistes. Voilà, des anticonformistes, parce qu'ils voient les choses autrement. Ce n'est pas simplement pour faire désordre, mais on peut être porteur de notre ordre, de notre projet de société, mais qui apparaît comme un désordre au regard de l'ordre déjà établi. Et c'est pour cela que les sociétés doivent aussi faire preuve d'un peu de tolérance à l'endroit de ceux qui font preuve d'originalité, qu'on ne perçoive pas toujours comme négatif, si vous voulez, les comportements qui sont un peu en déphasage avec ce qui est codifié. Donc si la personne doit obéir à des normes qui sont en vigueur dans sa société, est-ce qu'on peut être libre en obéissant? Oui. Vous savez, l'obéissance n'est pas une négation à la liberté. Vous avez déjà, à travers le cours sur l'État, une référence comme Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, qui dit de manière assez explicite qu'obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et ça, il le disait en se référant à une république et plus particulièrement à une république démocratique surtout, où vraiment c'est le peuple qui légifère. Bon, donc si le peuple légifère, alors les lois, c'est le peuple qui met en place donc un système législatif et tout. Si moi, en tant que membre de cette société-là, j'obéis à cette loi qui ne m'est pas imposée de l'extérieur, mais je n'obéis qu'à moi-même. Et à partir de ce moment, l'obéissance est tout à fait compatible avec la liberté. Donc c'est une liberté civile et politique. Oui, très bien. Et Spinoza aussi montre qu'au fond, ce n'est pas parce qu'on obéit à un commandement qu'on n'est pas libre. Tout dépend de la finalité de ce commandement. Si le commandement est fait dans l'intérêt de celui qui obéit, dans ce cas précis, on obéit tout en gardant sa liberté. Mais si c'est dans l'intérêt de celui qui commande, c'est le seul cas où il considère qu'effectivement, là, on peut considérer qu'on n'est pas libre. Donc, ce n'est pas le commandement en soi qui asservit l'homme, mais la finalité même de ce commandement. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, si l'on impose aux uns et aux autres de porter des masques, mais c'est dans leur intérêt, vous voyez, que de porter des masques pour se protéger contre une pandémie. Donc, c'est un commandement, il y a des lois, et puis les lois sont assorties également de la coercition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait également une forte de répression, une contrainte, justement, des amendes et tout. Mais puisque en obéissant, c'est dans l'intérêt de celui qui obéit, mais il n'y a pas de privation de liberté. Donc on n'est pas privé de liberté. On peut être libre avec un déterminisme. Bon, pas ici ce n'est pas le déterminisme, mais c'est juste parce que ce sont des lois établies. Alors que le déterminisme, si vous voulez, c'est par rapport, disons, à un principe qui voudrait, par exemple, que chaque effet est l'effet d'une cause. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand nous examinons les phénomènes du monde physique, il y a un déterminisme qui est là et qui exclut tout simplement le hasard. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si vous jetez une pierre et que cette pierre tombe, ce n'est pas un hasard qu'elle tombe. Ce n'est pas un hasard que cette pierre-là tombe,
mais que cette chute même est nécessitée par les lois du déterminisme. Donc il y a un déterminisme universel, notamment la loi de la gravitation universelle, qui explique cette chute. Donc le déterminisme explique le hasard. Maintenant, le déterminisme aussi, on ne peut pas considérer qu'il y ait une négation de notre liberté, puisque la connaissance des lois du déterminisme a permis à l'homme d'agir de manière encore beaucoup plus libre. Vous voyez qu'il y a la loi de la chute des corps. Est-ce que vous voyez? Cette loi, elle s'applique. Et puis, en toute rigueur, on n'y peut rien. Et pourtant, malgré tout, l'homme a conçu des appareils qui volent, comme l'avion. On a des bateaux qui peuvent traverser des océans. Mais c'est parce qu'en connaissant effectivement ces lois du déterminisme, cela permet à l'homme encore d'agir de manière beaucoup plus libre. Okay. Vous voyez? Et le fatalisme, vous venez de parler de la liberté déterministe et le fatalisme. Oui, vous savez, le fatalisme, c'est par rapport au fatum, c'est-à-dire à ce qui est déjà dit et qui va donc se produire de façon inéluctable. Et cette forme de fatalisme, nous la retrouvons, cette forme-là, chez les stoïciens. Les stoïciens. Parce que pour eux, tout ce qui arrive doit arriver, tout ce qui doit arriver arrivera. Ce qui veut dire que, voilà, comme le dit un peu Sénèque, le destin conduit ceux qui le suivent et contraint ceux qui lui résistent. Donc rien ne peut être fait pour empêcher au destin de se produire. Donc c'est pourquoi Jean-Paul Sartre dit, ce n'est pas le déterminisme qui est l'envers de la liberté, c'est plutôt le fatalisme. Oui, et pourtant, malgré tout, et c'est bon que vous parliez déjà de Jean-Paul Sartre, parce que si vous voyez la position de Sartre, qui effectivement croit à un libre arbitre, parce que pour Sartre, l'homme est liberté, l'homme est sa liberté, l'homme est libre, responsable et sans excuse. Vous voyez, l'homme ne peut pas se départir de la liberté. Voilà, c'est pas pour rien qu'il dit que l'homme est condamné à être libre. Donc, parce que tout simplement, la liberté n'est pas une qualité qu'on a et qu'on peut perdre, mais elle est consubstantielle même à l'être de l'homme. Vous voyez. Donc, sous ce rapport-là, l'homme ne peut pas se départir de sa liberté. C'est un peu, si vous voulez, un peu l'idée aussi qu'on retrouve, mais sous une autre forme chez Jean-Jacques Rousseau, quand il dit que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Vous voyez, mais pour Sartre, on ne peut même pas y renoncer, en fait. On est condamné. On est condamné à être libre. Mais c'est les existentialistes chrétiens, comme Gabriel Marcel, par exemple. Mais Gabriel Marcel, il croit en Dieu. Vous voyez, et c'est un existentialiste aussi, comme Sartre. Mais il dit, comme Sartre d'ailleurs, que notre liberté est nous-mêmes. Et Gabriel Marcel dit qu'elle est l'âme de notre âme. Donc il est convaincu, pour lui aussi, que l'homme ne peut pas départir de sa liberté. Mais simplement, cette liberté-là n'a pas comme fondement le néant, n'est-ce pas? Mais c'est une liberté qui est sous-tendue par la toute-puissance divine, par la volonté divine. Et c'est ce qu'on retrouve également chez quelqu'un comme Louis Lavelle, avec la problématique, si vous voulez, de la participation. C'est vrai, le pouvoir créateur appartient à Dieu, mais par la liberté, l'homme y participe. Ce qui veut dire qu'on peut bel et bien concevoir l'existence d'un Dieu qui conçoit le monde avec, disons, un plan providentiel, si l'on veut, et tout, mais avec un champ de possibilités. Et il me laisse maintenant la possibilité de choisir. Par exemple, là où nous sommes, ce n'est pas nous qui produisons l'énergie qui nous permet d'émettre à travers les ondes, de numérique, ainsi de recevoir l'électricité, mais nous avons quand même la liberté d'éteindre ou de continuer. C'est d'ailleurs à cause de ces possibilités-là que Souleymane Bachir Diagne parle de fatalisme passif et de fatalisme actif. Très bien, oui. Parce que voilà, le fatalisme passif, c'est le fait de penser que voilà, tout est déjà programmé. On n'a plus rien à faire. Il y a le barnin, ainsi de suite. Voilà. Mais le fatalisme actif... Et ça, on se rend compte même que même les gens qui le disent, dans la réalité, ils ne se comportent pas comme cela. Parce que si, peut-être qu'ils le font pour trouver à eux-mêmes des excuses, mais quand ils disent Ndogolyal, vous remettez par exemple à un menuisier, je ne sais pas, votre argent, vous lui dites que vous avez besoin d'une armoire, il fait un lit à la place, vous n'allez pas dire que c'est Ndogolyal, parce que aussi, voilà, vous dites que c'est un être conscient, il sait comment faire la distinction entre ce que j'ai passé comme commande
et ce qu'il a fait. Ici, nous sommes contraints par le temps. Nous allons essayer de parler de généralité d'épistémologie, par exemple. Quelle est la spécificité de l'épistémologie? Donc, en une minute pour juste finir. Oui, l'épistémologie, c'est vrai que c'est la branche de la philosophie qui s'occupe de la science. Et je crois qu'on ne peut pas jusqu'ici trouver une définition qui pourrait servir de soubassement à l'étude de l'épistémologie, qui serait meilleure en tout cas que la définition classique que donne Lalande, en disant en parlant de la science, puisqu'en épistémologie on réfléchit sur la science, sur les critères de scientificité, sur les normes que doit respecter une discipline pour être scientifique, sur les procédures, n'est-ce pas, disons, qui sont à l'œuvre dans la science. Et cette définition classique de Lalande consiste à dire que la science est un ensemble de connaissances et de recherches, vous voyez, ayant un degré suffisant d'unité et de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni de goûts et intérêts individuels qui leur sont communs, mais de relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Et donc cette épistémologie déjà, cette manière de concevoir la science, c'est déjà une approche épistémologique qui permet de réfléchir sur la science et de la définir. Vous voyez, ce n'est pas comme la philosophie. Quand on pose une question comme qu'est-ce que la philosophie, là, on reste dans la philosophie, c'est à l'intérieur de la philosophie et par la philosophie qu'on répond à cette question, mais c'est à partir de l'épistémologie qu'on répond à la question qu'est-ce que la science. Et disons, cette définition-là, d'ailleurs, quelqu'un comme Dominique François Mendy, qui est au CESTI, savait bien utiliser cette définition pour parler de la science, montrer que, par exemple, justement, quand on dit que la science est un ensemble de connaissances et de recherches, c'est une manière de reconnaître que les connaissances ne suffisent pas pour définir une science. Mais il faut qu'à ces connaissances soit articulée la recherche. Donc la recherche est quelque chose de fondamental d'un point de vue épistémologique pour définir la science. Mais aussi, il y a l'idée d'objectivité qui apparaît ici, l'idée d'universalité pour définir la science. Donc il y a un ensemble de critères, n'est-ce pas, par lesquels on reconnaît la science, et c'est l'épistémologie justement qui dégage ces critères de scientificité, qui également nous détermine les formes de disciplines scientifiques. Très bien. Merci beaucoup, M. Si. Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie. Comme je vous l'avais annoncé dès le début, que c'est une émission spéciale. Pourquoi? Parce que les anticipés obligent. C'est à cause des anticipés que nous avons organisé cette émission spéciale avec le doyen Omar Sy du CRFPE de Dakar, qui est un formateur au CRFPE. Merci beaucoup, M. Sy. Et comme vous le savez, on ne peut pas révisiter tout le programme de philosophie, mais c'était juste pour montrer, expliquer quelques points essentiels des cours de philosophie. Merci beaucoup et continuez à philosopher pour mieux vivre.